Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, le 51e. Bonjour Kevin, bonjour Sébastien et bonne année. Bonne année les amis. Bonne année les gars, on commence bien l'année, on est enfin tous les trois. C'est fin d'année difficile. Hein. Il me semble que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas fait depuis le 3e épisode. Mais enfin, on a réussi à se réunir et vous inquiétez pas, on va faire du mieux pour continuer à se réunir tous les trois. C'est vrai que c'est jamais évident par rapport à nos organisations. On a Sébastien qui est la majorité du temps à Lyon et déplacement sur les tournois. Nous avec Kevin un peu plus souvent à Paris. Mais on fait du mieux pour pouvoir vous faire ce contenu le plus qualitatif possible et le plus groupé. On espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes, un très bon réveillon. Et on vous souhaite une bonne année aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonne année à tous. Oui, à vous tous, à votre famille. Plein de birdies, la santé, comme on dit. Pour ceux qui, les birdies, c'est trop dur, plein de parts déjà, ça serait déjà pas mal. Et surtout plein de performances et plein de beaux records. Ouais. Pourquoi on parle de records ? Parce que ça va être le thème de notre épisode. Un épisode qui va être beaucoup axé sur les records. Alors, on va le développer après. Record, bien évidemment, on pourrait faire un épisode sur une seule personne qui a multiplié l'ensemble des records dans le monde du golf. Mais bien évidemment, on va développer sur d'autres personnes et d'autres golfeurs qui sont des grands champions. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Callaway, notre fidèle partenaire depuis le début de cette aventure. Retrouvez maintenant du coup la nouvelle sortie des clubs sur les différents sites internet ou dans votre magasin préféré, ainsi que les nouveaux putters Odyssey qui, vous allez voir, vont sortir d'ici quelques jours. Un grand merci à Golf Planet, notre partenaire média 100% gratuit, 100% digital. Vous avez pu vivre un super mois de décembre sur l'application, vu que c'est là où, et sur Instagram, là où ils ont parlé de tout le long du mois de décembre de ce petit calendrier de l'Avent qui vous avait préparé aux petits soins. Donc, bien évidemment, pour suivre toute l'actualité golfique française et internationale, rendez-vous sur l'application Golf Planet ou en s'inscrivant à la newsletter que vous recevrez tous les lundis. Et un grand merci à Wally Clubmaker, fidèle depuis un petit moment maintenant pour nous aider sur les montages vidéo, pour les petits concours que vous voyez passer sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont un nouveau site qui fait où vous pouvez composer votre club, la tête, tout type de shaft, tout type de grip. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment faire votre matériel sur mesure en commande. Donc, n'hésitez pas à aller voir, on vous en dira un peu plus. Donc, un grand merci à Wally Clubmaker. Alors, cet épisode, comme on disait, qui va être axé sur les records et on va bien évidemment parler dans un premier temps d'un record qui, je pense, est certainement le plus gros record et le plus impressionnant de tous, de monsieur Tiger Woods. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un record de Tiger, enfin un de ces 800 ou 1000 records bien évidemment? Tu fais chier pour commencer l'année. Moi, j'étais persuadé qu'on partirait sur un autre record en premier. Donc du coup, si je devais choisir aujourd'hui avec vous, c'est avant tout des rencontres. Non, allez, ça, vas-y, fais le monologue. Non, si je gagnais du temps pour pouvoir réfléchir au record. Moi, du coup, si on doit parler d'un record de monsieur Tiger Woods, j'aimerais parler de combien de cuts consécutifs a-t-il fait chez les professionnels, en l'occurrence entre 1998 et 2005. Donc pendant 7 ans, il n'a pas raté de cut. Est-ce que vous êtes capable de me le sortir ? Je sais que c'est aux alentours de 150 ou 120, c'est un truc par là. 150, 120 cuts ? Je crois que c'est 120 cuts. Allez, je dirais 140 cuts pour mettre 140 cuts de suite. Bon, vous êtes de très bons acteurs, vu que vous devez l'avoir sous les yeux, sous les yeux en ce moment. Donc, vous commencez sur des grandes bases, messieurs, et c'était, comme vous le savez... Moi, au hasard, 142. Allez, vraiment, au hasard, voilà. Voilà, 142 cuts sans rater... 142 tournois sans rater le moindre cut. Il y avait à l'époque des tournois qui ressemblent un petit peu aux Signature Events, qui s'appelaient les WGC, donc les World Golf Championship. Donc bien évidemment, il n'y avait pas de cut sur ces tournois, mais vu que Tiger les gagnait quasiment tous, du coup, il n'était pas emmerdé par penser s'il y avait un cut ou pas. Il n'allait pas au bureau du tournoi le mercredi pour savoir combien de mecs faisaient le cut. Mais c'est quand même, peut-être que le matériel et les joueurs de l'époque faisaient que les champs étaient peut-être un petit peu moins denses que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Donc c'est peut-être un petit peu plus dur à réaliser aujourd'hui. Mais voilà, Tiger a eu quand même un passage. 142. A eu un passage entre 1998 pour vous donner et 2005. Donner un ordre d'idée, c'est quasiment pendant 5 ans, c'est 30 tournois par an, quasiment pendant 5 ans. 7 ans, je disais, de 1998 à 2005.
Ah, donc, c'est-à-dire qu'il jouait moins de tournois que ça, mais c'est monstrueux. Donc là, s'il y a des gens qui jouent des tournois, s'il y a des gens ici qui nous écoutent, qui jouent des tournois là où il y a des cuts, ça serait comme si vous disiez que le dernier cut que vous avez raté, c'était en 2018. C'était 2 ans avant le Covid. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs sur le DP World, par exemple au PGA Tour, qui loupent pas un cut de l'année? Ouais, ça arrive très rarement. En général, il y a 1 ou 2 joueurs grand max dans l'année. Je crois que Scheffler, c'est peut-être Scheffler qui est dans le... en anglais, ils appellent la longest streak. Donc ça doit être sur la plus grande série en cours. C'est possible. C'est possible. En tout cas, il n'a pas raté de cut cette année. Et il y a encore pas si longtemps que ça, celui qui était avec la plus longue série en cours, c'était Xander Schauffele, qui était aux alentours de 50 cuts d'affilée, sachant que hors Tiger, donc je l'ai vu en préparant cet épisode, sachant que hors Tiger, c'était la plus longue série en cours depuis 40 ans. Oh la vache. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, le record de Rory, qu'on voit pas quand même souvent louper des cuts, c'est 30. Ouais. 30. Ouais. Non, mais c'est là pour montrer à quel point Tiger est surdominé quand même à cette époque-là. Je pense pas qu'on va revoir une domination aussi importante que celle qu'a fait Tiger à ces grandes époques comme ça. Je pense que ça sera impossible de voir à quel point en fait il reste le meilleur golfeur de tous les temps. Peut-être pas effectivement sur le papier. Ça, on en reparlera dans un autre record, majeur, etc. Ouais, exactement. Ouais, mais après, honnêtement, moi, Scotty, depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est monstrueux. Et quand tu vois derrière ce qu'a fait Tiger, ou dans des années où j'étais peut-être un peu moins conscient et j'ai pas tout suivi, comme je suis maintenant le golf, je me dis que c'est plus que Scotty. Déjà, j'ai l'impression qu'il gagne toutes les semaines et que c'est déjà monstrueux ce qu'il fait. De se dire que c'est ça fois 4 ou 5. Alors, sur une vidéo que j'ai vue sur Instagram récemment, justement, il parlait, ils ont pris quelques joueurs et la réponse aux questions qu'ils posaient, c'était forcément soit Tiger, soit Scotty, pour justement parler de certains records pas aussi marquants que ceux dont on est en train de parler, mais pour parler par exemple du nombre de top 20 dans l'année, ou du nombre de top 10 dans l'année, ou du nombre de victoires et compagnie, là où il disait du coup est-ce que la réponse c'est Scotty ou est-ce que la réponse c'est Tiger. J'ai effectivement été assez surpris en fait de plusieurs records. J'étais persuadé que c'était Woods qui les avait, et en fait que Scheffler les avait au moins égalisés, voire battus. Là, on n'en parle pas plus tard dans l'épisode, donc je peux le sortir parce qu'on l'a trouvé en faisant les recherches. Le record de victoire sur le PGA Tour, ça reste Sam Snead, qui l'a avec 11 victoires consécutives. Dans les victoires consécutives, je parle. Donc là, peut-être que certains diront c'était une autre époque ou quoi que ce soit. Je crois que Vijay Singh avait gagné 10 ou 11 fois. Mais Scheffler, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est à quel point en fait, il ne sort pas des top 20. Ouais. C'est ça qui est complètement dément. Tu vois, moi, la comparaison que je pourrais amener, c'est une réflexion là que j'ai tout de suite, c'est que à l'époque, quand Woods était numéro 1 mondial à son plus haut niveau, je me souviens quand on additionnait, je ne sais plus si c'était les points du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, il arrivait, je pense, à peine en fait au nombre de points du numéro 1 mondial. Là, à l'heure actuelle, Scotty Scheffler, je crois que c'est que si tu additionnes le 2e et le 3e, où tu arrives à sa hauteur. Donc c'est juste pour montrer qu'à l'époque, Woods avait un écart qui était tellement important par rapport au niveau de joueur, en fait. C'est ça qui est juste monstrueux. Il y a eu bien évidemment plusieurs choses qui peuvent expliquer le niveau de jeu. Est-ce que Scotty Scheffler, à l'heure actuelle, joue mieux que Woods à l'époque? C'est toujours difficile de parler de ça parce que, par exemple, les avancées technologiques niveau matériel jouent énormément de rôle sur ça en termes de tolérance, en termes de performance. Donc, ce dont je me souviens vis-à-vis du classement mondial, c'était les points fonctionnaient un tout petit peu différemment. Mais Woods, fin 2001 ou fin 2000, a quelque chose comme 21 points au classement mondial et que Phil Mickelson avait 9. Donc, à l'époque, il devait y avoir 1500 joueurs à peu près professionnels dans le classement mondial. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et ça veut forcément dire qu'à partir du moment là où un joueur était dans le classement mondial, il avait, disons, 0,01 points. Donc, vu que 21 pour 9 et 9 pour 0,01, ça veut dire qu'il y avait plus d'écart entre Woods et Mickelson qu'entre Mickelson et le 1500e mondial.
Moi, je trouve que c'est ça qui est complètement délirant. Ouais, ce qui est délirant, c'est ce qu'il a fait. Franchement, tu regardes tous les records, on fera pas forcément un épisode que sur Tiger, mais il va quand même réapparaître sur beaucoup des records, et c'est hallucinant cette domination. Après, c'est vrai que peut-être qu'on peut dire que Scotty joue à une époque où les champs sont peut-être plus forts de manière globale. À l'époque, il y avait déjà des très très bons joueurs, 20, 30 mecs qui pouvaient peut-être gagner le tournoi. Maintenant, tu as l'impression peut-être que c'est passé à 80 mecs sur les tournois qui jouent, ou 100 mecs qui sont au départ, qui peuvent potentiellement gagner cette semaine-là. Donc voilà, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de concurrence, mais l'un dans l'autre, je pense que ça n'aura rien changé. Est-ce que la concurrence, elle est vraiment en golf skills, ou est-ce que c'est pas quand même déjà la balle qui a progressé de manière hallucinante, le matériel qui a progressé de manière hallucinante, et que justement, ces mecs qui ont marqué les époques d'avant, et ces filles aussi, parce qu'on a bien vu aussi des phases de domination féminine aussi très fortes, jusque, un peu comme Woods, jusque dans les années 2005 à peu près, donc là où tout le matériel a quand même eu des évolutions à une vitesse grand V. Est-ce que justement, c'est pas encore plus impressionnant les personnes qui ont réussi à se détacher à une époque où le matériel était moins bon, là où on avait moins de connaissances sur la biomécanique, sur les outils technologiques comme les launch monitors et compagnie. Et est-ce que c'est pas justement là où les Niklos, Trevino, Sorenstam, toutes ces personnes-là, là où en fait elles n'étaient pas justement intrinsèquement en fait beaucoup plus fortes, alors que toute cette technologie permet en fait à des joueurs moins bons de quand même presque marquer l'histoire de leur sport. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça tasse, je pense que ça tasse vraiment les écarts, mais c'est pour ça que je pense que Tiger, maintenant, aurait été je pense que fait Tiger, la même chose, Niklos, mais avec moins Sorenstam, d'écart. Peut-être avec moins d'écart. Mais Tiger, Niklos, Sorenstam, toutes ces personnes-là, je pense que tu les mets dans toutes les époques, elles auraient été top 5 mondiales sans aucun problème. Ouais, et puis je pense même qu'il aurait pu avoir les mêmes stats, mais en termes de victoire, etc., et de domination, mais peut-être avec moins d'écart, parce que justement, ça a nivelé quand même plus de personnes vers le haut, le fait que la technologie soit plus permissive, on va dire. Complètement. Donc voilà, premier Donc hallucinant, premier record, c'est 142. C'est 142 cuts là, effectivement, parce qu'on peut parler aussi un peu de blessure, on peut parler d'avoir un mauvais round, mais à chaque fois où il en a fait très peu, où il balançait un round où il était hors cut le premier tour, putain, le deuxième round, il t'a envoyé un score à repasser dans le top 10 ou dans le top 15. C'est ça qui était hallucinant, c'est cette capacité, quand on essaye de réfléchir encore, à ne pas avoir lâché un seul tournoi sur un seul cut. Je trouve pour moi, c'est la stat la plus impressionnante. Ça me parle plus que les victoires en majeur, en fait. C'est vraiment un truc de ouf. C'est pour ça que je voulais la mettre en avant. Ouais, parce que tu as été joueur, donc tu sais à quel point c'est dur de faire un cut quand tu joues pas bien. Donc soit c'est parce que même quand tu joues pas bien, t'es beaucoup trop fort, soit c'est que tu as une capacité, on en parle souvent justement dans les tontons golfeurs, soit tu as une capacité à être très bon sur comprendre quel est ton niveau de jeu et ton niveau de forme du jour, et de faire avec, et de pas tenter l'impossible si tu te sens pas en forme, de savoir faire un bogey plutôt qu'un double, de savoir quels sont les trous un petit peu plus faciles, là où même si t'es pas en grande forme, tu vas quand même réussir à avoir une chance de faire birdie sur le trou, et c'est du course management et de la stratégie du jour, en fait, en fonction de comment on se sent, quoi. Après, ça prouve quand même aussi un fond de jeu que tout le monde n'est pas capable d'avoir. Le fond de jeu de Tiger, non, clairement, il n'y a pas grand monde qui... Et tu vois, c'est ce qu'on retrouve, tu vois, chez des Rory, chez des Scotty, voilà, c'est ceux qui me viennent, vois, Fleetwood aussi maintenant. Enfin, c'est des personnes qui, en fait, ont un tel fond de jeu que même les semaines où il est un peu moins bien physiquement, un peu malade, un peu machin, alors oui, il gagne pas forcément, mais il est là, quoi. Il est là, mais parce qu'il a un fond de jeu qui est incroyable. C'est ce qui m'a toujours choqué sur le Tour européen ces 10-15 dernières années, avant qu'il y ait un gap énorme entre le PGA Tour et le Tour européen. C'est qu'à une époque là où le Tour européen était très fort et que tu avais encore quand même Westwood ou Stenson, tous les mecs qui étaient dans le top 10 mondial, qui jouaient quasiment toutes les semaines en Europe. Mais c'est que maintenant, vu qu'on les voit pas beaucoup, à chaque fois que les mecs, les joueurs de Ryder Cup, viennent jouer des tournois du DP World Tour, tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas faire en dehors du top 20. Le niveau de jeu est tellement élevé que les mecs sont tellement forts comparés au reste du champ, sans dire que le Tour européen est faible. C'est juste qu'ils sont habitués à jouer, à être plus forts que ça sur des parcours peut-être plus durs.
Et les mecs, quand ils reviennent je pense que les parcours, ça joue aussi. Les mecs, quand ils reviennent sur le Tour européen, tu as l'impression que tu les as pas vus de la semaine. Hop, petit 66 le dimanche pour faire 8e. Alors que les mecs, tu as l'impression qu'ils étaient aux fraises. Mais tu vois jamais un Rory McIlroy rater un cut sur un tournoi du Tour européen, alors que ça lui arrive très très rarement. Mais ça lui arrive sur un majeur ou sur un tournoi du PGA Tour. Après, ceux qui viennent jouer, c'est quand même souvent sur les îles britanniques. En soi, les seuls tournois en Europe qui viennent jouer, c'est quand même souvent Scottish, Wentworth, British Open. Mais après, quand il joue à Dubaï, peut-être des parcours qui ressemblent un petit peu plus. T'as vu, t'as vu justement son palmarès dans les Émirats, sur des parcours qui peut-être ressemblent un petit peu plus à ce qu'on peut retrouver sur le PGA Tour. J'en sais rien, j'ai pas joué le PGA Tour, mais peut-être que ça ressemble un poil plus. Le mec ne débande pas du top 5. Ouais. Quand il fait une semaine, tu vois des incredible par save from Rory, tu le vois partout sur Instagram, tu as l'impression qu'il a passé sa journée dans des arbres alors qu'il n'y a même pas d'arbres, et le mec fait 4e. Ouais, incroyable. Non, assez dingue. Après, il y en a qui vont bien évidemment être plus impressionnés par les victoires en majeur. Victoire en majeur, Kevin. Un record qui va être assez présent. Je vais pas faire comme si je cherchais alors que j'ai une feuille devant mes yeux, mais je l'ai fait quand même sur la première et tu nous as vendu, Sébastien. Tu nous as vendu en bon acteur qu'on était. Avec Antoine, on aurait pu tenir tout l'épisode en faisant semblant qu'on faisait tout de tête. Moi, je suis un traître. Donc. vous êtes des acteurs et moi, je suis un traître. Donc, on va quand même parler du record de victoire en Grand Chelem. En Grand Chelem, donc notre ami Jack Nicklaus avec 18 victoires, donc 6 Masters, 5 PGA Championship, 4 US Open et 3 British Open. Monstrueux. Et puis il en a loupé quelques-uns aussi. Et avec 19 secondes places en majeur. Donc ça fait 37 top 2. 37 top 2 et 46 top 3. C'est dur de faire un match là sur les deux. Là, si on fait dans le top 3, là, il va pas être inquiété longtemps. Non, mais je sais même pas Tiger combien ça. On n'a pas la stat. Donc on rappelle que Tiger est à 15 victoires. Il a entre guillemets. C'est le plus proche de lui. Ouais, c'est le plus proche. C'est le plus proche. Et ensuite, je crois qu'on descend à 11. Ça, je suis plus très sûr. Mais. C'est l'un des trucs qui... Et à égalité 15 avec Patty Berg, qui a le record féminin de nombre de majeurs. Exactement. En fait, c'est ça qui est complètement hallucinant. Les gens disent qu'il y avait peut-être moins de concurrence, mais on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence des époques. C'est que les meilleurs, en fait, réussissaient peut-être encore plus à se détacher à l'époque. C'est pas qu'il n'y avait pas de concurrence, c'est que les meilleurs étaient vraiment beaucoup plus forts. Et 37... deuxième ou première place en majeur, mais c'est hallucinant. C'est ahurissant. T'imagines Ouais, mais encore une fois, est-ce que si jamais on compare par exemple à l'ensemble des joueurs qu'il y avait à l'époque, c'est un peu la même chose. Il y en avait combien qui potentiellement pouvaient derrière aller gagner des majeurs comme ça par rapport à notre époque maintenant ? Je trouve encore une fois, c'est que on est sur un gap qui est tellement différent d'il y a 40 ans, 50 ans, d'il y a 25 ans et de maintenant. Je trouve que le niveau moyen, comme on a dit, a évolué et les têtes d'affiche sont différentes. C'est ça pour moi qui est assez intéressant. Bah ouais, parce que tu vois, on voit Gigi Spaun, par exemple, qui a gagné l'US Open cette année. Il a commencé l'année en étant 77e mondial. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Je pense que ça n'arrivait pas à leur époque. Ça arrive presque plus. Ça arrive presque plus que dans le golf à notre époque maintenant d'avoir des surprises hallucinantes comme ça. On va dire le seul sport qui est un peu comparable. Le problème, c'est que c'est le tennis et il y a eu 3 mecs tellement forts que personne n'a eu le droit de gagner de majeur pendant ce temps-là. Mais dans le golf, c'est impressionnant. Après, comparer les époques, je sais pas, mais c'est Koepka qui disait un truc qui était intéressant, je trouvais, sur les majeurs, quand justement il gagnait souvent des majeurs. Il disait, mais les majeurs sont les tournois les plus faciles à gagner. Il disait, il y a 150 mecs au départ, mais il disait déjà, il y en a 20 qui n'ont pas le niveau. Ça, déjà, c'est quand même... Déjà, il disait... Boulard, excuse-moi, Boulard, gros Boulard. Déjà, ouais, mais en même temps, en soi, à l'US Open et au British Open, il y a des qualifiés. Donc, potentiellement, ils avaient, entre guillemets, pas leur place dans le champ. C'est juste qu'ils ont fait une bonne qualif. Pour aller dans le sens de Koepka. Et ensuite, à l'USPGA, tu as des mecs qui gagnent leur truc en étant enseignants.
de la PGA of America. Donc, et il y a une vingtaine de places. Donc potentiellement, quand il dit qu'il y a 20 mecs qui n'ont pas le niveau, il parle de gagner. Hein. Et en plus, après, tu parles pas des anciens vainqueurs. Ouais, ensuite, il y a aussi des anciens vainqueurs. Le Masters, il y a que le Masters de l'an dernier était le Masters avec le plus de joueurs, il y avait 100 joueurs. Donc forcément, moins il y a de joueurs, même si c'est les meilleurs, mais moins il y a de joueurs, plus c'est statistiquement facile de gagner. Il disait ensuite, donc il y a 20 mecs qui n'ont pas le niveau. Il y a 30 mecs qui vont se faire prendre par l'événement. Donc ils vont pas réussir à développer leur golf. Et ensuite, il y a une vingtaine de mecs qui seront dans une mauvaise semaine. Donc il disait, en fait, tu n'as que 80 mecs à battre maximum en majeur. Et 5 qui partiront sur le livre parce qu'ils en ont plus rien à foutre du reste. Voilà. Merci Brooks. Mais bon, le record de Nicklaus, il est... on peut pas dire il est imbattable, hein, parce qu'à l'époque, déjà, dans le tennis, personne pensait que Sampras, son record, se ferait battre, et il s'est fait pulvériser par 3 gars. Quand Federer est arrivé à 20, tout le monde s'est dit c'est impossible que quelqu'un dépasse 20. Il y en a 2 qui l'ont doublé. Enfin, c'est des records qui paraissent imbattables. Moi, je le dis là tout de suite. Ouais. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui bat le record de Jack Nicklaus là tout de suite, j'arrête ma profession de golf. D'accord. Oh, je m'attendais à un truc un petit peu plus excitant. Ouais, je m'attendais à un truc plus excitant. Non, c'est excitant. Qu'est-ce que je fais? Je m'attendais à votre service. Escalader nu la Tour Eiffel, tu vois, ou un truc comme ça. Non, ça c'est déjà fait. Vous regarderez, c'est... Non, enfin, je ne vois. Alors, encore une fois, avec des je ne vois. Il y a peut-être il y a 30 ans ou 40 ans, à cette époque de Jack Nicklaus, peut-être que personne n'aurait dit non, mais attends, je vois pas comment un joueur peut réussir à faire 140 cuts d'affilée. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais je ne vois vraiment pas comment on peut réussir avec toutes les évolutions et tout le niveau de jeu, le niveau moyen global. Comment on peut avoir un joueur qui peut réussir à battre ce record de Jack Nicklaus de 18 majeurs. Encore plus vu que tout se densifie, en tout cas. Vu que le matériel, la préparation des joueurs fait que tous les joueurs se rapprochent de plus en plus de leur meilleur niveau, parce qu'on voit bien que les records de victoires en tournoi, tu sais, moins 32 ou moins 35 ou j'en sais rien, on n'y arrive pas. Donc les scores pour gagner les tournois restent sensiblement les mêmes. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est l'écart qu'il y a entre le premier et le 20e, qui se réduit énormément, et entre le premier et le mec qui fait le cut. C'est ça qui en fait... Ouais, c'est bien plus dense. C'est ça qui se réduit énormément. Chaque coup a beaucoup plus d'impact qu'avant. Avant, tu voyais vraiment des écarts. D'ailleurs, on va peut-être enchaîner sur ça après, sur le record d'après, vu qu'on est en plus en majeur. Je vais le dire, comme ça sera plus simple. Mais le plus grand écart en majeur, c'est encore notre ami Tiger Woods. Attends, avant d'arriver là-dessus, je veux juste... Vous êtes team Tiger ou team Jack en plus grand joueur de l'histoire? Ouais, Tiger. Moi, la stat de Tiger m'impressionne plus sur ces 142 cuts loupés. Mais en fait, c'est juste parce que je l'ai pas vécu. Non, mais en fait, nous, on le ressent, on le perçoit peut-être en ayant joué en tant que joueur professionnel. Toi, Seb, en étant toujours, où on se rend compte à quel point la difficulté que ça peut être d'être toujours au top physiquement, être au top mentalement. Donc, je veux dire, réussir à être au top sur un tournoi. Tu vois, ça nous est tous arrivé de gagner un tournoi. Alors, je ne parle pas des tournois de majeur, bien évidemment, mais on peut, tu vois, l'imaginer. Mais pendant 7 ans, être au top physiquement, ou du moins dans sa moyenne physique aussi élevée, mentale, etc., pour moi, c'est ça qui me choque et qui m'impressionne le plus. Ça me parle beaucoup plus que 18 victoires en et puis il en a 15. Et puis Tiger en a 15. C'est pas comme s'il en avait que 3 non plus. Il en a 15. Il a le record du nombre de victoires sur le PGA Tour avec 83. Il a des records dans tous les sens et il a changé le jeu à tout jamais. Ouais, moi c'est ça. C'est que je trouve que Jack Nicklaus, c'est extraordinaire, c'est un ou peut-être le plus grand golfeur de tous les temps, mais pour moi, Tiger, et aussi parce que c'est dans une période où je me suis intéressé au golf et que je l'ai vécu, en tout cas une partie, ça me parle beaucoup plus. Mais en tout cas, il a quand même changé considérablement ce que les gens pensaient du golf, le jeu en lui-même, la préparation physique autour du golf, la technique. Enfin, il a tellement fait pour ce jeu que voilà, alors peut-être que j'aurais vécu à une époque de domination de Nicklaus, peut-être que je dirais que c'est Nicklaus,
Et peut-être que la génération qui arrive diront que c'est Rory ou Scotty, donc, parce qu'ils auront beaucoup moins connu Tiger sur les grandes époques. En tout cas, pour moi, ça reste vraiment Tiger. Voilà, je voulais juste Et toi ? Moi j'ai une admiration monumentale pour Nicklaus parce que 37 top 2 en majeur, il a 73 victoires, je crois, quand même aussi sur le PGA Tour. Mais pour moi, Tiger est dans une autre ligue. Après, les comparer, c'est tellement difficile vu qu'ils n'ont pas joué à la même époque, pas joué avec le même matériel. On n'était pas nés quand Nicklaus gagnait son dernier majeur en 86. Donc c'est toujours difficile. Bon, pour moi, Nicklaus fait partie de l'histoire quand Tiger, c'est le dieu du golf. Et moi, je suis presque vu que je suis un passionné de Ballesteros, vu qu'en plus il est derrière sur le tableau derrière dans le bureau là, je mets même Ballesteros pas bien loin de Nicklaus dans sa capacité à avoir marqué le monde du golf en fait. Les artistes comme Ballesteros, comme Trevino, moi ça me fait tellement rêver. En fait, c'est passionnant. Ouais. Enfin bref. Ok. Donc du coup, je peux dire ce plus grand écart en majeur de Tiger. Donc c'est lui qui a le record donc il a gagné avec 15 coups d'avance à l'US Open 2000 en l'an 2000. 15 coups d'avance. Je sais pas si vous réalisez quand vous jouez avec tous les meilleurs joueurs du monde et que vous gagnez 15 coups d'avance. Non, mais quand tu loupes pas de coups de golf, ça peut arriver. Après, hein, tu ça va vite. réfléchis. Non, mais ça peut aller très vite. Hein. Honnêtement, tu fais 65 tous les jours sur un parcours très compliqué. Bon, non, mais vite. Hein, c'est débattable, mais c'est la plus grande performance qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du golf. Cet US Open 2000, donc c'est l'US Open 2000 à Pebble Beach. Quand en plus du coup Tiger s'est retrouvé à gagner les 4 majeurs d'affilée à cheval sur 2000 et 2001, ce qui s'est appelé le Tiger Slam. Parce qu'on parle de Rory qui a fait le Grand Chelem en carrière, hein, mais lui, il les a fait en quelques mois, hein, du coup. D'avoir les 4, il les avait d'affilée. C'est le seul avec Bobby Jones, je le rappelle, à avoir réussi. Mais 15 coups d'avance. Mais déjà, quand tu finis avec 15 coups d'avance sur le 10e, c'est déjà que tu as pulvérisé le tournoi. Mais là, c'est sur le 2e. C'est monstrueux. Ouais. Et je croyais qu'il avait gagné un British aussi avec énorme de coups d'avance à St Andrews. Mais d'ailleurs, je crois que c'était c'est peut-être en 2000, mais c'est celui dans son c'est 8 points d'avance, je crois. Mais 8, c'est Rory qui a gagné 2 de ses 5 majeurs avec 8 coups. Aussi un US Open et un US PGA. Mais il a affolé la planète golf quand il a fait ça. Ouais. Affolé. C'est comme si au tennis, au final, tu ne perdais aucun set et qu'en finale, tu gagnais 6-0, 6-1, 6-0. Tu sais, c'est un peu le même délire. Honnêtement, je pense que c'est plus impressionnant gagner un majeur avec 15 coups d'avance que de mettre 6-0, 6-0, 6-0 en finale. Finale d'un... Ouais, parce que tu es contre un mec, tu vois. En fait, le mec, si tu veux... C'est-à-dire que alors, oui, ce serait faire ça avec le numéro 1 et le numéro 2 mondial au top de leur forme et le mec, il gagne avec 6-0, 6-0. Voilà, ok. Mais au tennis, malgré tout, tu joues contre un mec. Si le mec est moins en forme, il peut prendre 6-0. C'est comme si tu prenais une finale derrière contre le numéro 2 mondial, numéro 1 contre numéro 2 et que derrière, t'es ça qui arrive. Et que tu avais perdu 5 jeux dans la semaine. Enfin, pendant les 15 jours, pendant les 15 jours du tournoi, tu n'as perdu que 5 jeux. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, 15 coups d'avance. Mais vous deviez les avoir aussi. Tu sais, il y avait une sorte des petites boîtes collector avec où il y avait donc c'était une douzaine dedans avec chaque round de Tiger avec 3 balles. C'était Nike déjà à l'époque. C'était les Nike Accuracy, je crois, elle s'appelait. Et avec le score qu'il a fait de chaque tour. Et je crois que c'était pour les 4 majeurs qu'il avait gagné à la suite qu'il a fait. Je crois que j'en avais 2 ou un truc. Je dois les avoir encore. C'est sûr que je les ai d'ailleurs. C'était sympa ce petit truc. Mais sur les grands chelems en carrière, j'y pense là, par rapport au fait que du coup, c'était pendant son run de ces 4 victoires majeures d'affilée. C'est qu'en parlant de Rory, et du coup aussi, on peut rappeler que vu que Nicklaus, le majeur qu'il a le moins gagné, c'est le British, c'est que Nicklaus, il a gagné 3 fois au total tous les majeurs. Minimum. Donc Rory, déjà, maintenant, on est à 1 British, on est à 1 Masters. Nicklaus, c'est 3 fois la totale qui s'est mis aussi. Ouais.
Juste pour faire quand même de temps en temps des Et petits rappels. il a même doublé sur le Masters, il s'est dit 6. Oui, il s'est dit 6, allez, comme ça. Il avait un grand placard avec une tringle, il a mis 6 vestes vertes, c'était plus joli, quoi. Mais oui, la victoire de Tiger, elle est complètement hallucinante. Il a un nombre de tournois aussi incroyable, gagnés avec énormément de points d'avance. Ça, c'est lui qui a le record aussi du nombre de tournois gagnés avec plus de 5 points d'avance, parce que déjà 5 points d'avance, c'est quand même au minimum un coup par jour sur le deuxième, ce qui est quand même dément. Mais je crois que c'est lui qui a le record, il en a genre 15 ou un truc comme ça, de tournois gagnés avec 5 ou plus de coups d'avance. Ce qui est quand même aussi complètement débile, et qu'on ne vit que par Scotty Scheffler maintenant. En fait, il n'y a que Scotty qui a eu des runs aussi pareils, de gagner avec beaucoup de points d'avance certains tournois. Ouais, parce que lui travaille son putting surtout. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, il y en a un qui veut passer sur le record d'après, trop mignon. Non, quelle j'étais transition, pas quelle du tout, belle transition. J'attendais que vous me démontiez un petit peu encore sur tout ça. Et d'ailleurs, après, on verra une stat qui est intéressante. Non, mais sur le putting, on en parlera quand les gens auront arrêté d'écouter parce qu'ils se feront chier. Non, mais on mettra ça en making-of à la fin. Ouais, PS. Allez, vas-y, sors-le, ton record de putting, Antoine. Eh oui, c'est que au putting, bien évidemment, pour pouvoir gagner des majeurs, il faut pas faire de 3 putts. Ah bah non, il n'a pas gagné de majeur, lui. Comment ? Il n'a pas gagné de majeur, celui qui a le record. Celui qui a le record, non, il n'a pas gagné de majeur. Mais en tout cas, si vous voulez déjà être performant au putting, n'oubliez pas 06 09 10 09 80 pour prendre un petit peu au putting, golf de la Boulie. Antoine Schwartz, ouvert de 9h30 à 21h. 21h Non, alors le plus grand nombre de... 21h. À 15h, c'est fermé. Hein. Après ton déjeuner de 2h. Et après la sieste et tout. Alors attends, il y a des obligations aussi. Donc oui, moi je trouvais cette stat aussi surréaliste. Un plus grand nombre de trous sans faire de 3 putts. 542 trous. Est-ce que vous seriez capable de savoir qui est-ce ? Sans regarder votre fiche. Moi je m'en souviens, ouais. Ouais, moi aussi. Ah bah oui, forcément. Vas-y. Freddie Jacobson, 542 trous. Je vous rappelle que je n'ai pas le calcul exact, mais bon, ça fait pas loin de 30 parcours. 18 x 5, 18 x 5, ça fait 90. Ça doit faire 30 et quelques. Donc tu vois, ça fait 10, 360, ça fait... Non, ça fait ça fait monumental. On n'avait pas fait le calcul. Sachant que je vais peut-être pas vous donner la stat exacte, mais il me semble que la la moyenne des joueurs du PGA Tour est de 0,5 x 3 putts par tour. Donc il me semble qu'on est sur cette stat-là, ou 0,4, quelque chose comme ça. Du coup, ça fait combien de parcours, ça ? Ça fait combien de trous ? Ça fait combien de parcours, ouais ? Ouais, ça fait 30. Ça fait 30. Ouais, 30 parcours. 30 parties. Donc 30, la moyenne des joueurs... 30 parties, ça veut potentiellement dire, sur des tournois 4 tours, qu'il a quasiment fait 8 tournois d'affilée sans faire 3 putts. Voilà. Ouais. Alors que la moyenne d'un joueur, en général, on va être peut-être sur 2 fois 3 putts, 3 fois 3 putts par tournoi, disons 2 fois 3 putts. Donc c'est là où on se rend compte encore une fois de cette stat qui, au niveau du putting, est surréaliste. On sait que, moi j'en parlais déjà il y a quelques années avec Christian Sevaer, qui a été quand même l'un des meilleurs putting, voire le meilleur putter aussi du Tour européen. Il expliquait surtout qu'il avait une grande capacité à ne pas faire de 3 putts sur le parcours, et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi il a été très fort. Il avait un contrôle des profondeurs, un dosage qui était génial, qui était juste dingue. Il prenait très très peu de 3 putts. Mais avant tout, je trouve que vraiment bien putter, avant même d'en mettre, et surtout quand tu vois les stats qui sont très faibles au final, assez proche du trou, dès que tu t'éloignes, tu es à 1,80 déjà, tu t'en mets quasiment plus. En tout cas, même quand tu n'es pas joueur professionnel, tu n'en mets plus beaucoup. De ne pas faire de 3 putts, c'est vraiment une très grosse force. Et c'est pour ça que c'est une stat qui est hyper impressionnante, surtout si tu connais la qualité des greens et la difficulté des greens qu'ils peuvent jouer sur le PGA Tour ou sur le Tour, avec la vitesse et les pentes qu'il peut y avoir. C'est hallucinant. 542, c'est... Faites le calcul essayez de retrouver la dernière partie où vous n'avez pas fait de 3 putts déjà en tête, tu vois. C'est pas si simple. C'est Tiger, c'est Tiger. Bon, c'était Tiger, bien sûr. Donc il faut essayer de l'adapter à tout un chacun. Mais Tiger qui disait que dans les 3 manières
de gagner le plus de points dans une partie, c'est pas de bogey à l'intérieur de 150 yards, donc 135 mètres, pas de bogey sur les par 5 et pas de 3 putts. Ça, c'était les 3 règles d'or de Tiger. Donc, bien évidemment, c'était Tiger Woods, donc on peut aller chercher autre chose. Mais on peut l'adapter, c'est-à-dire que selon le niveau, ça peut être pas de bogey à l'intérieur de 80 mètres, pas de 3 putts. Ça, c'est quand même toujours gérable, parce que ça, il y a un nombre de points, mais hallucinant à gratter sur plus notre niveau de jeu est élevé, dans le sens plus le handicap est élevé, plus c'est facile de gratter des points en fait au putting. Parce que c'est très récurrent, même des copains qui sont 4-5 d'index qui me disent aujourd'hui j'ai fait 5 fois 3 putts, l'horreur. Putain, mais t'imagines comme c'est facile de gagner des points juste en gérant mieux la vitesse en fait. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, c'est ce qui est le plus important au putting, c'est la gestion de votre vitesse. Et vous voyez, quels que soient les joueurs, de toute façon, quand ils arrivent sur un tournoi, l'une des premières choses qu'ils font, c'est se faire à la vitesse des greens. Alors oui, PGA Tour, DP World, LPGA, tous les tours haut niveau, bien évidemment, la majorité du temps, il y a quand même un cahier des charges qui se doit aussi d'avoir des vitesses assez régulières, quel que soit le tournoi, outre certains majeurs. Mais c'est vrai que le gros travail qu'il y a à faire, moi je pense, quand vous arrivez sur un parcours, parce qu'il faut faire aussi ce que font les meilleurs, c'est de vous entraîner à améliorer vos dosages et du moins à vous faire à la vitesse. C'est surtout ça, c'est pas vous entraîner tout de suite à aller rentrer des putts courts, c'est vous entraîner tout de suite à choper la bonne profondeur. Donc c'est vraiment un conseil que vous devez bien retenir si vous voulez limiter vos 3 putts. Il y a Tom Vaillant qui récemment donc Tom Vaillant qu'on a reçu, et pour ceux dont le nom est étranger, qui joue le DP World Tour, qui récemment dans une interview pendant un tournoi à l'île Maurice qui disait que lui, l'un des exercices qu'il adorait faire, c'était de prendre 2 balles et de devoir faire 2 putts mais avec la moins bonne. Donc il tape les 2 balles, la plus loin du trou, il se met là et il doit rentrer ce putt là et il doit faire 5 fois 2 putts d'affilée. Donc même au plus haut niveau, quelqu'un qui joue le DP World Tour et compagnie, en début de semaine, son objectif c'est juste de faire 2 putts de loin. Il se met pas à 3 mètres bien évidemment pour faire ça, il se met à plus de 10 mètres. Mais avec sa plus mauvaise balle, il essaye de faire 2 putts. Parce qu'avec son meilleur putt, c'est possible bien évidemment de faire des 2 putts. Mais l'idéal, ça soit que même avec un mauvais premier putt, vous soyez capable aussi, que le mauvais premier putt soit le plus proche possible, mais aussi que, tant qu'à faire, vous sachiez les mettre sous pression quand il faut mettre le deuxième putt après un mauvais premier putt. Et avec cette stat-là, il a donc gagné 1 victoire sur le PGA Tour et 3 victoires sur le DP World. Donc c'est pas ce qui est le plus important de ne pas faire des 3 putts pour gagner des tournois. Si Seb disait que c'était quasiment sur 8 tournois qu'il a dû faire cette stat, ça veut dire qu'il en a gagné la moitié. Après, je sais pas du tout si ces 4 victoires professionnelles sont intervenues pendant ce run de 542 trous. Je croyais que c'était pendant cette période-là. Ah non, justement, je ne sais pas si c'était pendant. C'est sur sa carrière. C'est sur sa carrière qu'il a gagné 1 fois sur le PGA Tour et 3 fois sur le Tour européen. Non, j'ai pas cette stat-là. Pardonnez, j'en ai déduit par ce qui était écrit sur ma fiche. Après, régulièrement quand même, quand quelqu'un gagne un tournoi, ça arrive je pense très souvent qu'il n'ait pas fait de 3 putts de la semaine. Ouais, et puis souvent, c'est assez impressionnant les stats qu'ils ont dans 3 mètres. Ouais, c'est dément. Ouais, parfois, c'est du 100% dans les 3 mètres, alors que les stats à 3 mètres, elles sont de 45. C'est 45. Entre 50 et 45 en moyenne à 3 mètres. Ouais. À 8 pieds, en moyenne, on est à 50%, donc 2m65, 2m70, on est à ça. Et c'est ça qui fausse la perception des personnes. Quand on regarde des tournois, en fait, on voit des personnes qui sont quasiment à 100% dans des stats où sur le reste de l'année, ils tombent plus qu'à 45. Donc, c'est pas très représentatif. Quand vous regardez les 10 qui sont en train de se jouer la victoire, du niveau de putting réel qu'ils développent tout au long de l'année. Chaque putt en dessous de 3 mètres paraît être une grosse erreur, alors qu'en fait, c'est juste la stat. Ouais, c'est ça. Et on parle des meilleurs joueurs du monde à 45%. Non, donc mais évidemment, quand vous êtes 20 d'index et que vous loupez 3 mètres, mais oui, je pense que, en fait, c'est normal. Je pense que tu as complètement raison. C'est faussé par ce qu'on voit à la télé, mais c'est aussi très faussé. Je pense que c'est là où il y a le plus gros décalage entre le niveau de performance des joueurs et leur niveau d'attente.
c'est le putting. C'est, en fait, même quand tu es à 5 mètres d'un trou, il paraît super proche le trou. Tu as l'impression que tu peux la rentrer. Mais effectivement, après, statistiquement, c'est quand même super dur de la mettre quand tu es à 5 mètres. Mais vu que ça paraît rentrable à l'œil, même un golfeur presque débutant à 5 mètres pense qu'il va peut-être pouvoir la rentrer. Et il peut le faire d'ailleurs. Et il peut le faire. C'est aussi ça ce qui est magique dans ce jeu. Ouais. Et il peut le faire. Et puis il peut même le rentrer en étant à 10 mètres. Alors que prendre le green quand tu es à 200 mètres, en fait, déjà, il y a très peu de golfeurs qui sont capables de le faire. Donc, en fait, quand tu les vois taper des coups incroyables mais plein sur le qui grand s'en jeu, croient capables pour autant. mais sur le grand jeu à la télé, tu te dis, bon, ça, c'est intouchable. Quand tu les vois au putting, tu te projettes. Tu dis, moi, j'ai déjà mis un putt comme ça. J'ai déjà réussi à faire une partie où j'ai mis tout d'un coup 4 mètres, 3 mètres, 5 mètres à la suite. Tu vois. Donc, c'est faisable à tous les niveaux. Mais c'est pas pour autant que les stats deviennent 100% à ces distances-là. Moi, je serais golfeur. À tous les niveaux et à tous les âges. Ouais, je serais golfeur amateur, entre guillemets, de base, dans le sens j'ai un travail, je peux pas souvent jouer, je suis pas très bas en index et compagnie, mais moi je passerais ma vie au putting green juste pour essayer de battre tous mes potes comme ça en fait. C'est l'endroit là où tu pourrais en soi devenir le meilleur du monde, peu importe ton âge, peu importe ton handicap. Ouais, mais alors qu'est-ce que c'est chiant. Ah mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est beaucoup plus drôle de boire une bière et d'aller taper des drives au practice. Des gros drives, Ah ouais, des gros drives au practice. Bam. Ah, vous êtes tellement content ensuite quand vous prenez le rough, alors que lorsque vous êtes à 2 mètres et que vous loupez le putt, vous êtes dans une rage pas possible, alors que ça revient exactement à la même chose mais au non, final. parce que si tu rates 2 mètres, c'est juste que t'as pas eu de chance. Bravo. C'est le trou, il a Bravo, bougé, Sébastien. ou c'est ton pote qui a remis le club dans le sac qui a fait du bruit, du coup, hop. Ou ensuite, pire encore, ah ouais, mais tu m'avais dit que c'était donné. Tu vois, enfin... Ah, j'en peux plus, les gars, de vous. On a parlé tout à l'heure d'un record féminin. Ça, on a tous les trois appris quelque chose pendant qu'on préparait ce record. C'est parce qu'on a souvent vu le record de Tiger du nombre de victoires sur le PGA Tour. Mais on a découvert qui avait le record sur le LPGA Tour, donc chez les femmes, et c'est plus élevé que Tiger. Donc je vous laisse en parler. C'est... Vas-y, Antoine. Pourquoi tu as du mal à dire le nom, c'est ça? C'est Cathy. Il a vu le nom. Cathy Whitworth. Wow. Voilà, je le fais avec l'accent, qui a gagné 88 tournois du LPGA entre 1962 et 1985. C'est vrai que, bizarrement, comme tu l'as dit, Sam, je n'avais jamais entendu parler de ce nombre de victoires sur le LPGA Tour, sachant que... Et du nom aussi ou pas? Comment? Du nom, t'avais déjà entendu? Du nom non plus. Ouais. Non, mais même le nom, je le connaissais pas. Ouais, t'as une joueuse, par oui, exemple, c'est ça, comme Mickey Wright ou des trucs comme ça, tu vois, là où on... Ah ben moi je pensais que t'étais Annika Sorenstam déjà, moi tu vois, si tu m'avais demandé là Mais tu vois, ouais. qui a le plus gros nombre de victoires, moi j'aurais dit Annika Sorenstam. Il y a plein de joueuses, même des joueuses d'un autre temps dont on a déjà entendu parler, mais c'est vrai que Cathy Whitworth, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler non plus. C'est elle qui pulvérise du coup qui a le record du nombre de victoires sur le plus haut circuit professionnel, Ouais. que ce soit un circuit PGA Tour et européen, LPGA, un circuit américain, asiatique, ce que tu veux. Donc c'est elle qui a tous les records sur Je sais ça. pas Annika combien elle en a, Annika Sorenstam. Je sais plus, je sais combien qu'elle a 10 majeurs. Annika Sorenstam, elle a 10 majeurs, mais je sais pas combien de tournois elle a sur le LPGA. Parce que là, je vois qu'on a l'info qu'on a Lydia Ko, qu'on a 22, donc quand même qui a grosse domination aussi du golf en fait, je crois, ces dernières années. Pourquoi est-ce que j'avais marqué ça, Lydia Ko en a 22? C'est parce qu'il me semble que c'est la joueuse active qui a le plus de victoires sur le LPGA. Il me semble, hein, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on se fera tacler par message, mais, mais il me semble que c'est Lydia Ko. Par Cathy. Peut-être par sacré Cathy qui nous écoute d'ailleurs, on l'embrasse. On l'embrasse, Cathy. Donc Cathy, malheureusement, qu'on n'a pas connu au sud dans l'histoire du golf. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, tu vois, plus pas communiqué, mais qu'on nous ait pas donné plus d'informations, connaître sur cette personne, parce que ce record... Ouais, mais après, regarde les dates aussi. 85, en 85, la télé
Quand tu vois déjà que c'est compliqué de voir du golf féminin parce que c'est compliqué pour les droits, c'est compliqué de voir tous les tournois, t'imagines bien que je pense qu'entre 62 et 85, ça devait pas être à la télé, tu vois. Donc déjà, peu de communication dessus. Ouais, et je ne sais pas quand est-ce que malheureusement elle est décédée parce qu'elle aurait pu. Elle est peut-être vivante, t'es un enfoiré. Mais elle est peut-être vivante, qu'est-ce que tu racontes? Ça se trouve, elle avait 25 ans quand elle a fait ça. Tu peux vérifier tout non, en allez, même temps. Je crois que quand j'ai regardé. Ah, ou c'est peut-être Patty Berg, ça. Non, c'est Patty Berg qui est morte en 2006. Voilà. Ah non, mais Cathy, vraiment, on s'excuse pour ce qu'on est en train de dire. Non, mais Antoine. Mais c'est ça l'esprit de tonton golfeur, c'est qu'on fait croire qu'on est très très organisé, mais en fait il y a quand même 2-3 petites coquilles. Mais on ne coupera pas, au montage. Attends. Tu es sûr ou pas? Parce que si tu me laisses pas très longtemps, je vais pouvoir j'y suis. confirmer. J'y suis aussi. J'y suis. Donc elle est décédée le 24 décembre 2022. Voilà, ah bah tu vois, à peu de choses près. J'avais sorti, il y avait un truc malheureusement. Eh ben nos condoléances, ça, on n'a pas été au courant qu'elle était vivante et du coup maintenant on sait même qu'elle n'est plus de ce monde. On embrasse ses proches. Voilà. Ouais, du coup. Donc voilà, allez vous renseigner également sur cette dame qui mérite aussi grande attention parce que voilà, c'est encore une fois, je pense que ce record ne sera pas battu de 88 victoires. Et Golf Planet avait fait un article, donc on n'a pas été bon. Tu vois, je vois sur Google. Parce qu'on trouve tout sur Golf Planet. Sur Golf Planet, on retrouve tout. Donc, décès de Cathy Whitworth, joueuse légendaire, la plus titrée en Grand Chelem. Donc, bah voilà, on n'a pas fait notre devoir. En Grand Chelem la plus titrée, pardon, sur le LPGA Tour. Ouais, 88 majeurs, elle a gagné. On peut parler également de petits records un peu tristes, parce qu'il y a des très beaux records, mais il y a des records aussi qui peuvent être un peu tristes, et essayer aussi potentiellement de faire un classement des meilleurs joueurs aussi sans avoir gagné de majeur. Ouais. Même quand on pense à ces joueurs-là, on peut se dire... Mais ça, on a réussi à le faire de tête. On a vérifié derrière, mais ça, on était bon quand même. Ouais, de se dire comment ces joueurs-là n'ont pas réussi à gagner de majeur. Alors, je précise, quand on a parlé des 3 joueurs, les 3 meilleurs joueurs sans avoir gagné de majeur, on a exclu Antoine Schwartz de la sélection. Oui, parce qu'au départ, il voulait me mettre numéro 1. Mais je dis, écoutez les gars, je sais que voilà, mais j'aimerais qu'aux yeux du grand public, on puisse m'enlever. À vos yeux, pas de problème, mais au moins aux yeux du grand public. Et puis honnêtement, vu ce que tu as dit sur Cathy, on a bien fait de pas te mettre, franchement. On est tous les 3 dans la même merde, les gars, alors arrêtez un peu. Vous cautionnez. Alors, ces 3 joueurs. Le débat, il est effectivement sur 3 joueurs. Donc, representing England, Lee Westwood. Representing Scotland, Colin Montgomery. Representing England, Luke Donald. Et representing England, Tommy Fleetwood. Donc les Européens sont des buses. Non, mais on dit toujours Fédération française de la loose, mais là, après, on n'a pas plus de majeurs en France, hein, mais là, les Anglais, on est pas mal aussi. Hein. C'est toujours bon de casser un peu de sucre sur le dos des Anglais, non? Allez. Après, quand même, tous les 3 ont été numéro 1 mondial, les 3 premiers, en tout cas. Westwood, Montgomery, Luke Donald ont été numéro 1 mondial. Montgomery, pas numéro 1 mondial. Ah, numéro 1, de l'ordre du mérite du Tour européen. Ouais, vrai. Ça, vrai, avec ça, il était loin. Il en a 8, je crois. Mais il est arrivé numéro 2 mondial, je crois, quand il devait pas être loin de numéro 2 mondial quand il a perdu à Wingfoot. Quand c'est... ça doit être l'année là où Geoff Ogilvy gagne. C'était la dernière chance de gagner de Montgomery en majeur. C'est peut-être pas les bonnes années, peut-être que je confonds un peu, mais en tout cas, Montgomery, je dirais qu'il a été au mieux numéro 2, mais qu'il n'a pas été numéro 1. C'est dingue d'être numéro 1 mondial sans avoir gagné un majeur. Je trouve ça... J'ai peut-être un peu la critique facile sur ça, mais ça me dérange. Tu vois, Luke Donald, la même année, il avait fini numéro 1 européen, numéro 1 américain et numéro 1 mondial, et il n'a pas de majeur. Oh la vache, c'est hallucinant. Bon, il avait un petit jeu extraordinaire. Ouais, mais après, ça peut donc vite. Encore une fois, pour gagner des majeurs, ça sert à rien de bien chipper et bien putter. Il faut wedger. C'était le wedger. Meilleur wedger. Il faut mettre des gros drives. Mais par contre... Luke Donald, excuse-moi, mais il mettait pas des gros drives. Hein. Lui, je peux dire que c'est certainement l'un des joueurs de l'ère moderne à être devenu numéro 1 mondial en ayant eu une distance aussi faible, quand même. Hein. Donc,
Je pense qu'on peut reprendre tous les numéros 1 mondiaux, je pense, de ces 20 dernières années. C'est certainement celui qui tapait le moins fort et je pense qu'il doit y avoir un immense écart de distance entre lui J'essaie de te faire mentir, mais j'arrive pas à me souvenir. Déjà, l'avantage, c'est que sur les 20 dernières années, il y a eu 19 années là où c'était Tiger. Non, mais sur les 20 dernières années, tu as raison, parce que c'est 2005. Donc depuis 2005, il y a eu que des mecs qui frappaient très fort, mis à part Donald. Hein. Ouais. Et Westwood, donc, qui a été numéro 1 mondial, qui a fait 19 top 10 et 3 fois runner-up. On peut dire, est-ce que c'est le plus grand palmarès du golf moderne sans avoir gagné de majeur tu vois. Alors, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de jouer avec Westwood une fois à un Irish Open en 2016 qui m'a montré sur cette partie exactement pourquoi il a été numéro 1 mondial et il m'a aussi montré exactement pourquoi il n'avait jamais gagné de majeur. Il m'avait fait une démonstration de grand jeu. Après il a tapé un drive horrible au 1. Horrible. Talon slicé dans les arbres de droite, mais cata. Hein. Vraiment une horreur. Il avait la pression de jouer avec toi, j'étais un peu deg. J'étais un peu deg quand même. Et il a trouvé une fenêtre, il a tapé un coup qu'il a réussi à mettre fond de green. Et là, à 15 mètres, birdie. Et à partir de ce moment-là, il m'a fait démonstration de grand jeu. C'est-à-dire qu'il mettait la balle exactement là où stratégiquement il fallait la mettre. Pendant 18 trous. Enfin, pendant 17 trous. Par contre, je pense qu'il a à peu près puté comme une chèvre borgne à une patte. Il a puté, mais horrible. Horrible. Mais tu prends sur un seul en soi, il a eu des gros problèmes de putting. Mais c'était ce pourquoi il était connu. Niveau de ball striking, particulièrement avec les fers, très très impressionnant. Et niveau de putting, très très décevant. Ouais. Et il m'avait fait un résumé mais mes frappes de balle, c'était extraordinaire. À quel point le mec touchait tout le temps sa cible avec la bonne trajectoire, la bonne hauteur, le bon spin. Mais c'était une démonstration. Comme quoi on peut être numéro 1 mondial aussi sans avoir un putting de folie. Hein. Je pense à Scotty Scheffler avant qu'il se mette à travailler aussi avec Phil Kenyon il y a un peu plus de 2 ans et demi ou un truc comme ça qu'ils ont commencé leur collaboration. Il avait réussi à être numéro 1 mondial avec un putting qui était extrêmement décevant. Alors maintenant que son putting s'est un peu amélioré, ça c'est certain, un peu bien amélioré. Exactement. Là du coup difficile de l'atteindre. Ah, mais il avait même quasiment des hips, Westwood. Hein. Il a tout fait au putting. Hein. Il a tout fait. Tu le voyais toutes les semaines avec un putter différent, un grip différent. Pour le coup, on a vu cette période-là à la télé. Il a tout fait. Hein. Il a tout fait. Montgomery, moi. Alors, petite anecdote sur Montgomery. J'ai joué avec lui en 1992. Alors, j'ai pas joué avec lui. Avec Cathy Whitworth qui nous regardait. Elle me cadayait ce jour-là. Mais Montgomery, capitaine, je crois, du CV Trophy, je ne sais plus si c'était capitaine ou co-capitaine, qui se jouait à Saint-Nom. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais à Saint-Nom et j'avais accès à l'endroit où on mange, au snack, et tous les joueurs mangeaient là. Bref, je suis en train de manger. Et puis, à un moment, je sors du snack et je croise quelqu'un qui est en train de rentrer. Et je ne sais pas ce qui se passe par ma tête, mais je me dis... Cette personne, je la connais. Il faut que je lui dise bonjour, tu vois. Et donc, du coup, je lui dis bonjour, mais avec le check, vraiment, la main, comme ça. Je fais le check. C'est pas loin si je lui roule une galoche, tu vois. Mais dans 10 ans, je raconterai qu'on s'est embrassé langoureusement. Mais en tout cas, l'histoire, jusqu'à présent, la vraie histoire, c'est qu'on se check de la main comme ça. Dit bonjour, il me répond, ok. Puis il part. Et puis, à un moment, je me retourne, je dis putain, mais oui, mais en fait, c'est Colin Montgomery. Et en fait, c'est pour ça que je le connaissais. C'est qu'en fait, je le connaissais absolument pas, mais je le connais de la télé, etc. Donc voilà. Donc, petite anecdote sur cet homme qui a déjà raconté plusieurs fois l'anecdote, d'ailleurs, lui aussi. Parce qu'il écoute les tontons golfeurs. Écoute les tontons golfeurs. Mais en tout cas, voilà, petite anecdote sur le fait où je me suis senti bien con juste après en me disant ah oui, je comprends pourquoi je le connais, ça n'a rien à voir, on n'a rien fait ensemble. Pas qui je suis. Mais lui, non. Et voilà. Mais Colin Montgomery, en tout cas, grosse domination aussi au niveau européen. Et Fleetwood qui ensuite aussi, on ne l'avait pas marqué, mais j'y ai pensé pendant qu'on était en train d'énumérer tout ça. Fleetwood qui était probablement le meilleur joueur à pas avoir gagné de majeur en activité, mais qui maintenant qu'il a gagné en plus une FedEx Cup,
commence à rentrer aussi dans la discussion du meilleur joueur à 0 majeur. Bah déjà, il a regagné. Ce qui était déjà... parce que là, il a fait une très longue période sans gagner de tournoi là, avant cette année. Ah, sur le PGA Tour, ça faisait depuis sa naissance, ouais. Ouais. C'est sa première... Non, mais je parle sans gagner même en Europe. Non, tu parce vois, qu'il ça faisait un moment qu'il a n'avait pas gagné à gagné. Abu Dhabi il y a peut-être 2 ans ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, il en avait mis 2 d'affilée. Il n'avait pas mis les 2 avant Victor Donc c'était Perez. la stat que j'avais vue, c'était sur le PGA Tour du coup. C'était le PGA Tour où il n'avait jamais gagné. Il n'avait jamais gagné. Ouais. Ouais, parce que là, il est quoi? Je crois qu'il il doit être autour de la top 5 mondiale. Top 5, c'est sûr, je Il a pense. été 3e mondial, non? Ou quelque chose comme ça. Il est dans le top 5 en tout cas, ouais. Ouais, donc c'est hallucinant. Et Montgomery, du coup, qui a été 8 fois vainqueur de l'ordre du mérite du Tour européen et qui a fait 5 fois 2e en majeur. Moi, je pense que c'est lui. Aussi, mon avis, vu qu'on veut répondre à cette question, mon avis, c'est que c'est Montgomery le meilleur joueur à jamais avoir gagné de majeur. Ouais. Bah, de toute façon, quand tu gagnes 8 fois l'ordre du mérite, il n'y a aucun autre joueur pour l'instant qui a réussi à égaler ce record. Encore une fois, là, je m'avance. T'as Rory qui a cet objectif-là, en tout cas, d'aller battre le record de Montgomery. Ouais. Ouais, j'aurais du mal à dire qui je trouve aurait été le meilleur joueur. Pour les mêmes raisons que Montgomery, je l'ai peu vu jouer. J'aurais voulu dire un Donald ou Westwood, je sais pas. Écoute, on verra. Si Tommy ne gagne pas de majeur sur les 10 prochaines années, on pourra le mettre en numéro 1, je pense. Oui, parce que s'il gagne un majeur, il sera plus cité dans cette catégorie. C'est ça, exactement. Non, mais c'est quoi ça après? C'est que des records de putting, Antoine. Qu'est-ce que tu nous as fait là dans cette organisation? Non, attends, c'est toujours intéressant de savoir la distance totale sur une partie de golf de putt rentré. Ce qui peut paraître un chiffre énorme sans l'être quand même, parce que on a le record au Genesis Invitational. Il y a donc ce joueur peut-être que vous n'avez jamais entendu parler qui s'appelle Luke List. Voilà, qui a rentré plus de 68 mètres de putt en un tour. Et c'est un record sur le PGA Tour. C'est pas en une fois, c'est sur 18 trous. Hein. Oui, sur 18 trous. Mais il suffit déjà que vous rentriez déjà les 2 putts de 20 mètres. Mais encore, c'est-à-dire que ce chiffre ne semble pas énorme, mais monstrueux derrière. Il y avait précédemment, c'était Pavon qui avait le record, qui avait rentré, il me semble, un tout petit peu moins de 63 mètres, quelque chose comme ça, quand il avait gagné sur le PGA Tour. Et qu'il le disait, de toute façon, j'avais discuté avec lui par rapport à ses choix de coach, etc. Ce qu'il disait, c'est qu'il a gagné sur des semaines de putting, entre guillemets, qui sortent de la moyenne des puttings. Voilà, donc du coup, sur des qui ne sont pas reproductibles, en tout cas pour lui, et du coup, pas à cause d'un grand jeu assez solide à son goût à l'époque. Ouais, exactement. Donc, rentrer les putts à cette distance-là, les 68 mètres, c'est hors norme pour que ça soit un record. Moi, je me souviens de mémoire, je crois qu'il y a un moment, j'avais fait une partie ahurissante et j'avais rentré, il me semble, 42 mètres de putt, un truc comme ça, pour donner un ordre d'idée. Si toi, tu dis que tu as fait une partie ahurissante de putting, c'est que ça devait être sale à voir. Ouais. Voilà, exactement. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, si tu commences à rentrer 2-3 putts de 10 mètres, mais ensuite, tu vas rentrer un putt de 3 mètres, un putt de 2 mètres, un putt de 5 mètres. Et après, tu te mets à rentrer des putts de 1 mètre, 80 cm. Franchement, le problème, c'est que je me lève jamais 68 mètres de putt par tour. Donc, je ne pourrais jamais tu feras tellement bien les faire que tu peux pas. Tu peux pas. Et moi, c'était ma problématique. Avoir un mauvais jeu de fer, un mauvais driving, et puis derrière, me retrouver avec des putts de 20 mètres. C'est pour ça que j'ai été aussi bon. À propos, un petit record, il y a une femme qui a fait 17 putts une fois dans une partie. C'est le record chez les pros. Il y a eu 17 putts. Elle avait rentré 4 putts de l'extérieur du green, mais du coup, c'est considéré comme des chips. Oui. Mais des coups tapés sur le green, elle avait fait 17. Ça, je trouve ça assez stylé. Faire moins de putts qu'il y a de trous, je trouve ça très stylé. Alors, j'ai pas. Parce que 18, il y a eu plusieurs fois. Ouais, il y en a eu 17. beaucoup. Il y avait Philippe Lima, qui avait fait 19, je crois. José Felipe Lima. José Felipe. Deportima. Et je crois qu'il y avait Colsart aussi qui avait fait. Je suis quasiment sûr. Mais je crois que les deux, c'est en rentrant aussi de toute façon des chips. Chip et sortie bunker. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, le 18 putt réel. Sur le green.
Ouais, un putt par green sur le. Ça nous est tous arrivé, mais quelques minutes après, il y avait le réveil qui sonnait. Non, je sais qu'il y en a 2 Quoi, ou 3. tu rêves de putting? Oh là là. Il y en a 2 ou 3 qui ont réussi à faire 6 putts sur 9 trous, sur les 9 premiers trous, sur les 9 derniers trous. Ça, je sais, mais et je sais pas si dans ces joueurs-là, il y a eu des joueurs qui ont fait 18. Mais ouais, 6 putts sur 9 trous, encore une fois. Bon, attends, allez, 2 chips rentrés, un coup de wedge rentré, un trou en main, c'est réglé, ça va vite. Tu les entends, certains auditeurs là, qui nous disent dans l'oreillette, parce qu'ils aiment bien l'autodérision, en disant moi, 6 putts, je sais faire, mais sur un green. Je suis sûr qu'on en a 2-3 là qui sont dans l'autodérision, qui se disent moi, 6 putts, j'ai fait au green du 2 la semaine dernière. Ah bah oui, tiens, si on pense à Ernie Els, c'était au Masters, au trou numéro 1, horrible, le pauvre. Très dur. Je sais plus comment il avait fait. 7 putts au 1 pour ouvrir, mais en mode hips sévère. Hein. Donc ça, c'était dur à voir quand tu commences, tu le voyais, mais regarder son caddie en genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire. Le trou bouge. Dès le trou numéro 1, et surtout là-bas en plus. Hein. Quand même, les greens du Masters, c'est pas comme si c'était les greens les plus plats du coup. Alors là, tu te dis que... Et au final, après, c'était pas si mal passé. Pas si mal. Je crois que c'est ça qui l'avait un peu débloqué. Genre, allez, c'est bon, t'as fait ton 7 putt. Après, derrière... Je crois bien qu'il... je te veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il a pas si mal joué après. Hein. Je crois qu'il avait fait, il avait fait sous le par sur les 17 trous d'après. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis quasiment sûr aussi. Bon, on avait 2 petits records encore. Il y avait un record sur le PGA Tour, Wesley Bryan qui avait mis 1h29 pour jouer le parcours. Donc c'est un record officieux du PGA Tour au BMW Championship 2017. Donc on rappelle qu'en fait il était seul, donc il jouait tout seul en première partie. Et du coup, voilà, il a même fini, ils disent qu'il avait putté avec son wedge pour gagner du temps. Et il a fait quand même 69 ce jour-là. 69 ce jour-là en 1h29. On voit quelques joueurs de temps en temps en dernière partie, en première partie, qui s'amusent à faire ça quand ils jouent seuls. Je ne sais plus qui avait déjà fait ça. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Il y a Marcel Sim qui avait essayé une fois. Par contre, je trouve que c'est le 69 le plus long du monde, non? Aussi en record de 1h29 pour 69. C'est vrai que c'est très très drôle. Pardon, ça déborde, toutes mes excuses. Ouais, c'est très très drôle. Ouais, on sera obligé... on laissera Cathy, mais ça on l'enlèvera. Voilà, hein, on a fait le tour les amis. Bon, il y a bien évidemment plein d'autres records. De putting, non, ça suffit maintenant. Ce sont ceux il y a eu un 80-60 l'an dernier. Record de notre ami Sébastien. Attends, on cite même pas les records des tontons. Est-ce que ce que tu as fait, c'est un record? Il semblerait. Il semblerait. Pourquoi tu peux rappeler quand même que cette saison, donc du coup en Afrique du Sud sur le Challenge Tour, tu as fait 80 suivi d'un 60. Ouais. Donc 20 coups d'écart en 2 tours. Qui semblerait être un record chez les pros, ouais. Dans ce sens-là. Parce que pour reparler de Montgomery, il a fait une fois 64-84 sur un British, là où c'est le seul leader du premier tour à avoir raté le cut, je crois. C'est quand même mieux dans l'autre sens. Quand même. Mais ça avait l'air, le 80-60 avait effectivement l'air d'être un record chez les pros, ouais. Écoute Sébastien, nous allons demander au RNA de vérifier tout cela pour pouvoir te faire entrer dans le Guinness Book des records. J'avais regardé. Alors tiens, ça va te faire marrer. J'avais regardé pour faire homologuer mon record justement par le Guinness Book, et parce que je croyais que ça rapportait de l'oseille, et en fait ça te fait juste perdre du temps. Donc je l'ai pas fait. Rien du tout. Non, rien du tout. Mais je me demandais aussi sur le Ménatour, sur un tournoi du Ménatour où j'étais moins 11 après 13 trous. Et je me demandais, ça paraît, s'il n'y avait pas un record autour de ça. Je pense que ça. Il y a eu moins Jean-Louis 10 Guépy, sur 9 trous. Jean-Louis Guépy, français, il avait fait 12 birdies d'affilée déjà. Je crois que c'est le record du monde. Ouais, mais s'il avait fait 12 birdies d'affilée, il y a un double derrière, il serait moins 10 après 13. Non, mais il en avait fait peut-être 11. Ou... Les calculs sont pas bons, Sébastien. Les calculs sont pas bons. J'aurais pu dire Kevin, mais non, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin, ouais.
Bon, merci beaucoup, messieurs. Voilà, quelques records qui sont néanmoins intéressants. On en a forcément d'autres. On pourrait faire un épisode par semaine à parler que des records. Ou de on aurait Tiger. pu faire un épisode uniquement des records de Tiger Woods. Mais voilà, c'était important aussi. Malheureusement, parfois, il y a des records qui sont un peu tristes. On a parlé de nos anglo-saxons. Et oui, de Cathy. Non, bon, laissez Cathy un peu tranquille en place, s'il vous plaît. Mais voilà. En tout cas, tous les prochains records du monde du golf seront disponibles sur Golf Planet, du coup. Ouais, c'est vrai qu'ils les ont. Donc, notre partenaire, Golf Planet, notre partenaire média, donc Golf Planet, qui est 100% gratuit, 100% digital. Vous pouvez vous abonner pour recevoir la newsletter tous les lundis, comme vous pouvez télécharger aussi gratuitement et utiliser gratuitement. C'est pas vous télécharger et ensuite il faut mettre la CB, bien évidemment, pour pouvoir lire tous les articles sur l'application Golf Planet sur votre smartphone. Et pour battre tous ces records, vous avez bien évidemment les meilleurs clubs Callaway avec les meilleurs putters Odyssey, en remerciant bien chaleureusement d'être présent avec nous depuis le début de cette aventure. N'oubliez pas toutes les nouveautés qui sont dans vos magasins préférés et sur le site internet de Callaway et Odyssey. Et pour tout ça, il faut bien acheter chez Wally Club Maker pour faire ses records. Donc n'hésitez pas à aller chez Wally Club Maker pour faire tous ces records en ayant du matériel de qualité. Et si en plus c'est des Callaway, on sera ravis. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Et puis voilà. Merci à eux. Bah ouais, merci à tout le monde, merci à vous les gars, merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Nous, on est présents sur toutes les plateformes. On ne s'est pas mis à TikTok, vous nous excuserez, on est trop vieux, je crois. Donc, on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pouvez aussi nous écrire par mail lestonsongolfers@gmail.com. On essaie toujours de prendre du temps pour répondre à tout le monde. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous donner des notes sur iTunes, sur Spotify, absolument partout. Si vous aimez, c'est pas drôle si vous nous mettez une étoile. Envoyez-nous un mail et on essaiera de progresser. Merci les gars, encore une très très belle année. Bonne année, bonne année à tous. Ouais, belle année. Prenez bien soin de vous, Et la puis... santé, et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut les gars. Salut.